L'immigration est en train de créer de véritables tensions en Europe. Ça crée des tensions entre les différents pays, mais ça crée aussi des tensions dans les peuples qui ont l'impression de voir énormément d'émigrés arriver en Europe. Et l'un des témoins de tout ça, c'est les élections de juin. Quand on regarde les statistiques des élections qui vont avoir lieu en juin, les élections européennes, eh bien on s'aperçoit que les partis d'extrême droite, les partis nationalistes, les partis qui veulent réguler très fortement l'immigration sont en train de gagner énormément de terrain. En tout cas, c'est ce que disent les sondages. Pour répondre à ça, eh bien, récemment, le Parlement européen, tout récemment, c'était hier, le Parlement européen a voté un nouveau pacte migration et solidarité. Et vous allez voir que, suivant les dirigeants de pays, vous avez une réaction très différente quand même à ce pacte. Si vous lisez ce que dit Emmanuel Macron, ce que dit Ursula von der Leyen, ce que dit l'Italie, ce que dit la Grèce, ce que dit la Pologne ou ce que dit la Hongrie, en fait, vous avez des échos totalement différents, totalement opposés vis-à-vis de ce pacte. Et on va essayer de savoir un peu quoi en penser. On va voir ce que contient le pacte. Et puis après, on regardera ce que disent les différents leaders des différents pays européens. Et j'espère qu'à la fin de tout ça, on arrivera à se faire une idée réelle de est-ce que c'est une avancée ou est-ce que c'est un suicide. Parce que vraiment, d'un leader européen à l'autre, on en est de l'extrême avancée au suicide de l'Europe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais vous signaler que sur la boutique DME, vous savez que sur la boutique DME, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des sweats, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits dont je suis très fier parce que j'ai que des très bons échos sur mes produits, donc j'en suis hyper fier. Du coup, vous trouvez plein de produits comme ça. Et jusqu'à lundi, donc jusqu'au 15 avril 2024, je vous offre la livraison pour tous les produits achetés. Pour acheter un produit, en dessous de cette vidéo, vous avez, si vous regardez sur un smartphone, vous avez ce polo qui est apparu ou ce mug, vous cliquez dessus. Et sinon, sur dromaeconomy.com ou sur les chaînes YouTube Droma Economy et DME, vous avez les onglets boutique. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la boutique DME. Et donc, je vous offre jusqu'au 15 avril 2024, jusqu'à lundi 15 avril 2024, je vous offre la livraison de vos produits. On va pouvoir donc retourner à la vidéo, voir ce qu'est ce pacte européen qui vient d'être signé et voir ce qu'en disent les différents leaders et ce qu'il faut en penser. Allons voir ça. Le Parlement européen a franchi une étape majeure dans la réforme de la politique migratoire de l'Union européenne en adoptant le pacte sur la migration et l'asile. Cette décision, intervenant après 3 ans de négociations, reflète une tentative de durcissement des contrôles migratoires tout en instaurant un mécanisme de solidarité entre les États membres pour l'accueil des demandeurs d'asile. La validation de ces 10 textes constitutifs du pacte marque un changement significatif dans la gestion des flux migratoires au sein de l'Union européenne. Et encore une fois, ces flux migratoires, alors c'est peut-être 3 ans qu'on est en train de négocier, mais honnêtement, on arrive à le signer juste avant les élections, il y a peut-être une bonne raison à ça, et on arrive à le signer juste au moment où les élections donnent les partis traditionnels, entre guillemets, en train de baisser, et les partis nationalistes, les partis contre l'immigration, en train de progresser. Donc, le moment du vote est peut-être choisi, mais surtout, bon, on va commencer par voir ce que c'est, et vous allez voir les réactions. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, honnêtement, c'est les réactions des politiques. Bon, il y en a, on sait d'avance ce qu'ils vont dire, hein, Ursula ou Emmanuel Macron. On sait d'avance que, quoi que dise l'Europe, ils trouvent que c'est merveilleux, donc tout va bien. Mais
Vous allez voir vous allez voir qu'entre la Grèce, l'Italie, la Pologne et la Hongrie, il y a quand même des grosses, grosses différences et on peut vraiment se demander ce qui se passe. Des contrôles aux frontières renforcés. Le pacte prévoit une procédure accélérée pour examiner des demandes d'asile à proximité des frontières extérieures via un système de filtrage obligatoire et préalable à l'entrée d'un migrant dans l'UE. Bon, a priori, quand je lis ça, j'ai pas l'impression que ça concerne ceux qui débarquent sur les plages. Parce que euh, moi, je pense qui choque les gens, en tout cas moi, ce qui me choque, c'est de voir des bateaux hors bord débarquer, chargés à bloc, et débarquer sur des plages espagnoles ou des plages italiennes. Vous avez sûrement vu ces vidéos sur X, hein, l'ancien Twitter, où on voit des hors-bords, voilà, avec 50, 100 personnes à bord, débarquer sur une plage espagnole ou sur une plage italienne. Donc eux, c'est pas le contrôle aux frontières qui va les gêner, et j'ai l'impression que c'est un peu là qu'il y a c'est là que le bas blesse, parce qu'on a l'impression de se faire... Enfin, ils viennent illégalement, voilà. Donc on a l'impression qu'ils se foutent un peu de nous et de nos lois. Et ça, c'est peut-être un peu plus gênant. Bon, mais on va voir ce qui va se passer aux frontières extérieures. Ce processus vise à déterminer, dans un délai de 5 jours, si le requérant doit faire l'objet d'une procédure de retour, par exemple, s'il s'est déjà vu refuser l'asile, ou s'il peut effectivement faire une demande. Bon. Cette vérification, 5 jours, c'est pas long. Donc 5 jours, déjà, c'est pas mal. Cette vérification comprendra une identification, des contrôles de santé et de sécurité, ou encore le relevé des empreintes digitales qui doit alimenter une base de données Eurodac, précise le Conseil de l'Union européenne. Le champ de cette base de données a été élargi et s'applique désormais aux enfants dès l'âge de 6 ans. Outre ceux demandant l'asile, ce filtrage concernera également les personnes secourues en mer ou interpellées après avoir franchi illégalement les frontières extérieures de l'UE. Alors, donc du coup, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, mais du coup, effectivement, ça concerne bien ceux qui sont en train qui se font débarquer par bateau entier sur les plages européennes si on les chope. Donc, 5 jours pour contrôler, ça me semble plutôt bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si effectivement on l'applique, ça semble plutôt bon. Pour prendre leurs décisions au moment du filtrage, les États membres pourront prendre en compte la notion de pays tiers sûr pour y renvoyer un demandeur d'asile. Donc par exemple, on peut les renvoyer, je vais dire une bêtise, mais en Tunisie. C'est un pays tiers sûr. Ou au Maroc, pays tiers sûr. Ils pourront juger un dossier irrecevable parce que le demandeur est passé par un pays tiers considéré comme sûr, où il aurait dû déposer une demande de protection. Donc s'il débarque chez nous depuis son hors-bord alors qu'il est passé par la Tunisie ou alors qu'il est passé par le Maroc, il n'était pas en danger. Donc à partir de ce moment-là, on n'étudie même pas, on le renvoie chez lui. Ou on essaye de le renvoyer chez lui. Il faut cependant qu'il y ait un lien suffisant entre la personne concernée et ce pays tiers, sans que ce lien soit clairement défini dans le texte. Les États membres devront mettre en place un mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits fondamentaux durant le filtrage. Il devra permettre de vérifier le respect du principe de non-refoulement qui interdit à un pays accueillant des demandeurs d'asile de les renvoyer dans un pays où ils risquent probablement d'être persécutés, ou des règles nationales en matière de rétention lorsque celles-ci sont appliquées au cours du filtrage. Bon, là, j'ai rien à dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, qu'on ne renvoie pas quelqu'un dans un pays où il risque de se faire tuer, ça semble logique. Et après, qu'on respecte les règles nationales de rétention, ça semble logique aussi, c'est à la France
ou aux autres pays d'avoir des règles de rétention qui sont viables. Donc, première partie, honnêtement, premier pilier, donc le contrôle aux frontières renforcé et le fait que on applique la procédure en 5 jours, y compris à ceux qui ont franchi les frontières illégalement, si c'est exécuté, si c'est réel. Parce que vous savez qu'il y a quand même un paquet d'OQTF, notamment en France. On fait respecter que 6% des OQTF. Donc, c'est-à-dire que dans 94% des cas, les gens ont été jugés par la justice comme ne devant pas rester en France et restent quand même. Donc, on peut se demander si, voilà, s'il n'y a pas un peu de laxisme de ce côté-là. Mais les règles en elles-mêmes qui sont indiquées là me semblent valables. Voilà. Si elles sont appliquées, encore une fois, si elles sont appliquées. Mais ça, c'est après, vous voyez, c'est aussi à l'exécutif de faire les choses. C'est-à-dire que je reprends le cas des OQTF. La justice dit il n'a rien à faire en France, vous pouvez le faire partir, et derrière, c'est l'exécutif qui n'arrive pas à le faire partir. Donc le problème là, c'est pas les règles, c'est pas la loi, puisque la justice dit ok, faites-le partir. Le problème, c'est l'exécutif qui ne remplit pas sa mission. Donc, même chose, là, on met des nouvelles règles, ça marche, ça semble pas mal si l'exécutif remplit sa mission. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouvez peut-être qu'elles ne sont pas humaines, ces règles, hein. Dites-le moi. Une procédure spécifique à la frontière. Les migrants dont la procédure d'asile est jugée recevable après le filtrage, mais qui ont statistiquement le moins de chances d'obtenir une protection internationale, seront orientés vers une procédure à la frontière. Cette mesure concerne les ressortissants de pays pour lesquels le taux de reconnaissance de statut de réfugié est, en moyenne dans l'UE, inférieur à 20%, comme le Maroc, la Tunisie et le Bangladesh. Moi, attendez, je suis réfugié politique, je viens du Maroc, ou je viens de la Tunisie. Honnêtement, les gars, vous n'êtes pas réfugié politique. Moi, enfin, ok, le Maroc, la Tunisie sont peut-être il y a un roi au Maroc et il vaut mieux pas chercher des poux dans la tête du roi, on est d'accord. La Tunisie n'est peut-être pas l'exemple universel de la grande démocratie, mais c'est pas non plus des pays où on persécute le peuple. Donc forcément, dire que vous êtes réfugié, à moins que vous soyez vraiment un opposant politique majeur du roi du Maroc, je vois pas comment vous pouvez faire croire que vous êtes un réfugié, quoi. Donc là, effectivement, les gars, vous essayez de nous rouler, hein, faut être honnête. Donc, voilà. Les mineurs non accompagnés faisant courir un risque à la sécurité et les familles avec enfants sont aussi concernées. La durée de cette procédure est de 12 semaines pour l'examen de la demande, à laquelle ils peuvent s'ajouter 12 semaines pour la procédure de renvoi, soit 6 mois maximum au total. La procédure impliquera vraisemblablement une détention, mais selon l'eurodéputée française Fabienne Keller, rapporteure pour le texte, des mesures alternatives de restriction de liberté sont aussi possibles. Ok, donc les mineurs isolés, les familles avec enfants et j'allais dire les charlots, mais c'est faux. Les gens qui prétendent être persécutés au Maroc, en Tunisie ou au Bangladesh, eux, on peut les mettre en tôle ou, enfin en tôle, dans des centres de rétention ou les priver d'une partie de leur liberté le temps qu'on examine leur dossier, et on a 6 mois au maximum. Et en même temps, par contre, je suis beaucoup plus, je ne sais pas quelles sont les mesures alternatives de restriction de liberté. Est-ce qu'on va les avoir après? Je ne suis pas sûr, mais là, franchement, on n'entend toujours pas. Enfin, vous voyez,
les gens à problème dans les rues de France qui ne devraient pas être là, hein, je parle des fameux OQTF, qui ne devraient pas être là, qui posent des problèmes, on en entend parler tous les jours. Donc je pense que si on peut les mettre juste en centre de rétention le temps d'examiner leur cas, c'est une bonne chose. Parce qu'une fois que vous les avez laissés dehors et qu'ils commencent à gambader joyeusement, les chances de le récupérer, vous imaginez bien qu'un gars qui a un dossier pas clair, qui a toutes les chances de se faire refuser et que vous remettez en liberté, il y a peu de chances qu'il vienne de lui-même se rendre au moment où vous allez lui refuser son permis de rester. Donc, il faut être clair, les, les mesures alternatives de restriction de liberté, à mon avis, ça, c'est vraiment des trucs qu'il faudrait éviter. Pour mettre en place la procédure, il est prévu de créer 30 000 places dans des centres dédiés afin d'accueillir à terme jusqu'à 120 000 migrants par an. Ok. Bon, mais vous allez voir, les demandes d'asile en Europe, c'est 1 million par an. Donc 120 000 migrants sur 1 million, ça pèse quand même pas très lourd, hein. L'ONG Oxfam dénonce un accord portant sur plus de détention, notamment d'enfants et de familles, dans des centres de type carcéral. Une plus grande solidarité entre les États membres pour accueillir les réfugiés. Je hochais la tête parce que ce que dit Oxfam est vrai. L'accord, c'est de mettre plus les gens dans des centres fermés où on les a sous contrôle parce que aussi peut-être parce que on s'aperçoit que quand ils sont dehors, on n'arrive plus à les récupérer, quoi. Donc il y a peut-être voilà, il y a peut-être de bonnes raisons à ça. Jusqu'à présent, et puis on a quand même aussi l'exemple que les mineurs isolés sont pas toujours mineurs, hein. Je pense qu'en France, c'est assez admis maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mineurs isolés et qui sont tout sauf mineurs et rarement isolés en plus. Donc je comprends les bons sentiments d'Oxfam, mais il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles on fait ça. Jusqu'à présent, la politique migratoire européenne était fondée sur le texte de Dublin III. Il prévoit que les réfugiés déposent leur demande d'asile dans le premier pays de l'UE qu'ils atteignent. Mais ce règlement a pour conséquence de faire peser des demandes d'asile sur les pays du sud de l'Europe où arrivent majoritairement les migrants du Proche-Orient, d'Asie et d'Afrique. Pour y remédier, le pacte sur la migration et l'asile maintient ce système, mais y ajoute un mécanisme de solidarité obligatoire. Alors je crois que c'est la Grèce qui était très très demandeuse de ce nouveau pacte parce que ils n'arrivent pas à gérer en fait. Ils ont tellement de gens qui débarquent sur des îles grecques que administrativement, de toute manière, ils n'arrivent pas à gérer. Il y a trop de monde. Les autres États membres devront contribuer à la charge des pays d'entrée en s'occupant des demandeurs d'asile par le biais de relocalisation ou en apportant un soutien financier. Le Conseil de l'UE prévoit au moins 30 000 relocations par an en demandeurs d'asile, un chiffre néanmoins très faible comparé aux quelques 490 000 demandes d'asile acceptées dans l'UE en 2023, rappellent les Échos. En compensation, il me semblait que c'était 1 million de demandes d'asile. Bon, je me trompe peut-être. En compensation, la compensation financière prévue pour les pays membres refusant la relocation est de 20 000 euros pour chaque demandeur d'asile. Mécanisme spécifique en cas de crise migratoire. L'une des dispositions de la réforme européenne prévoit une réponse en cas d'afflux massif et exceptionnel de migrants dans un État de l'UE, comme au moment de la crise des réfugiés, notamment syriens, en 2015. Le mécanisme de solidarité des 27 en faveur de l'État concerné sera alors plus rapidement déclenché et un régime dérogatoire
plus dur pour les demandeurs d'asile que dans les procédures habituelles, sera mis en place. Ce mécanisme prévoit notamment la prolongation de la durée possible de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'Union européenne jusqu'à 9 mois au lieu de 6. Les procédures d'examen des demandes d'asile pourront également être plus rapides et simplifiées pour un grand nombre d'exilés afin de pouvoir les renvoyer plus facilement. Le mécanisme de crise s'applique aussi aux situations d'instrumentalisation en cas où un pays tiers ou un acteur non étatique utilise la migration pour déstabiliser un pays de l'UE. Ça fait suite à, vous savez, c'était la Turquie qui avait fait ça, qui nous avait menacé de déverser 2 millions de migrants en Allemagne et qui faisait un peu chanter l'Union européenne à ce moment-là. Il ne s'agit en aucun cas de cibler les organisations assurant des sauvetages en mer, a néanmoins assuré l'eurodéputé espagnol Juan Fernando López Aguilar. Je ne sais pas, mais on voit aussi qu'il y a des organisations qui gagnent beaucoup d'argent à passer des migrants. Alors c'est des associations, hein, mais elles sont lourdement financées par l'Europe et par des milliardaires pour faire passer des migrants en Europe. Donc là aussi, elles le font. Je crois que c'était Elon Musk qui avait montré des images satellites où on voyait les transports de ces bateaux qui se contentaient en fait de faire des allers-retours entre la Libye et l'Italie en fait, et qui faisaient comme ça des allers-retours Libye-Italie. Ils récupéraient des bateaux de migrants qui n'étaient pas du tout en difficulté, qui étaient juste des points de rendez-vous avec les passeurs. Il les récupérait au large de la Libye et il les amenait en Italie. Il faisait comme ça des allers-retours régulièrement. Donc on voit que quand même, ces gens-là sont devenus un peu des professionnels. Donc voilà les points importants qu'il y a eu dans cet accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que tout sera dans l'exécution. C'est-à-dire que les points vus comme ça me semblent pas mal. Mais encore une fois, il y a 6% des OQTF qui sont réalisés en France, hein. Emmanuel Macron nous avait promis 100%. On en est très très loin, hein. Donc, et les OQTF, c'est des gens qui, bah voilà, la justice a dit qu'ils n'avaient plus rien à foutre en France. Et on n'en applique que 6%. Donc, même si l'accord me semble pas mal comme ça, tout sera dans l'exécution. On va voir ce qu'en pensent, par contre, les chefs d'État, les présidents de commission européenne, les présidents de parlement. Et vous allez voir que c'est très différent de l'un à l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Nous avons écrit une page de l'histoire, s'est réjouie la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Cela fait plus de 10 ans que nous y travaillons, mais nous avons tenu parole. Un équilibre entre solidarité et responsabilité, telle est la voie européenne, a-t-elle réagi sur X. Alors on a écrit une page de l'histoire, ça m'étonnerait, même si même si on pense que le texte est bien, une page de l'histoire, il ne faut quand même pas déconner, mais bon. Elle, donc, elle est contente, la présidente du Parlement européen. Il faut dire qu'en même temps, comme c'est lui qui l'a voté, elle ne va pas dire on est des gros nuls. La Commission européenne. Alors, Ursula von der Leyen a salué mercredi un énorme pas pour l'Europe après l'adoption de la réforme, sujet qui divise les États membres depuis des années. Cette journée est vraiment historique. Ah, pour elle aussi, c'est historique. Mais là encore, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand les mots sont trop forts, en fait, on n'y croit pas. Donc, moi, quand on parle de résultats historiques, pour des trucs qui sont au mieux des améliorations, je trouve que c'est un peu ridicule. On n'arrive pas à y croire quand les mots sont aussi forts. Alors, Macron, que pense Emmanuel Macron? Alors lui, il a salué l'adoption du pacte, estimant que l'Europe agissait à la fois avec efficacité et humanité.
Donc lui, il n'est pas sur l'historique, mais il trouve que c'est efficace et humain. En Allemagne, Olaf Scholz, pour lui, c'est aussi un pas historique indispensable. Bon, cette réforme permet la solidarité entre les États européens, elle limite l'immigration irrégulière et soulège enfin les pays particulièrement touchés, a dit le dirigeant allemand. Donc là, on a j'allais dire les Euro-BA, mais oui, enfin les très pro-Europe, très pro-immigration, très pro-camp du bien. Hein, L'Allemagne, Olaf Scholz, il est à fond là-dedans. Emmanuel Macron, je n'ai pas besoin de vous le décrire. Ursula von der Leyen, tout le monde le sait. Et la présidente du Parlement européen, je ne la connais pas, mais elle n'est pas à nous dire qu'ils avaient voté ils avaient voté une loi merdique. Donc, puisqu'elle est présidente du Parlement, elle représente la majorité du Parlement, donc forcément, elle est contente de ce qui s'est passé. Bon. Donc, je dirais que c'est sans surprise. On va voir maintenant des États comme l'Italie et la Grèce, qui sont des États directement concernés. La Grèce, c'est eux qui ont vraiment poussé à ce qu'on adopte un texte parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et l'Italie, vous savez que la présidente italienne, enfin la première ministre italienne, a été élue justement sur le thème de l'immigration, même si depuis elle a beaucoup retourné sa veste, elle a été élue sur ce thème-là. Donc l'Italie. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a présenté la réforme comme le meilleur compromis possible, prenant en compte les besoins prioritaires de l'Italie en première ligne face aux flux migratoires. Donc lui, il ne dit pas que c'est une réforme historique, mais de toute manière, ce genre de mot, pour moi, est complètement ridicule. Donc lui, pour lui, ce n'est pas une réforme historique, mais c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Voilà, c'était le meilleur compromis possible entre des pays pro-immigration, ou des chefs d'État pro-immigration, et des chefs d'État anti-immigration. La Grèce. Le ministre des Migrations de la Grèce, l'un des pays les plus exposés à l'arrivée des migrants, a parlé de jour historique. Ah bah pour lui aussi, c'est un jour historique. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est historique tout ça quand même. Mais dites-moi si vous pensez comme moi que c'est ridicule d'utiliser des mots comme celui-là. Mais il y a peut-être que moi qui trouve que c'est ridicule. Je trouve ça complètement stupide. Presque contre-productif parce que, à mon avis, les gens, quand ils voient ce genre de mots, ont plutôt une reculade et se disent plutôt on est en train de me raconter n'importe quoi. Il s'agit d'une avancée majeure et d'une étape très importante vers la gestion commune et donc plus efficace des défis migratoires de notre temps, a écrit Dimitri Keridis sur X. Bon, donc là, on voit que quand même les deux pays qui sont souvent confrontés à ça, l'un d'entre eux trouve que c'est une avancée majeure et un jour historique, et l'autre trouve que c'est le meilleur compromis qu'on pouvait obtenir. Donc ils sont plutôt positifs quand même sur ce pacte. Maintenant, on va voir les pays qui traditionnellement sont plutôt contre l'immigration. Donc la Pologne. S'adressant à la presse à Varsovie, au moment même du vote, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé que son gouvernement protégerait la Pologne contre le programme de relocalisation des migrants de l'Union européenne, dont le Parlement a entériné la réforme majeure des règles en matière d'asile. Donc là déjà, on voit que la Pologne, le côté on va relocaliser les migrants, elle est totalement contre. Et je dirais pas que... mais vous voyez, on a la même chose actuellement à Paris. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit en France? Paris, est-ce que c'est pour les JO? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Je ne sais pas, je ne rentre pas là-dedans. Mais on a actuellement des quarts de migrants qui arrivent à Strasbourg, qui arrivent à Orléans, qui arrivent à Bordeaux, qui ne sont pas là pour régler le problème des migrants, mais qui sont là pour évacuer tous ces gens d'Île-de-France et aller les loger dans des hôtels payés par le contribuable dans d'autres villes. C'est bien, mais ça ne règle pas le problème. Enfin, c'est bien.
Non, je serais habitant à Orléans ou habitant à Strasbourg ou habitant à Bordeaux, je suis pas sûr que je trouverais ça bien. Mais ça règle pas de toute manière le problème. Et donc, et on voit d'ailleurs les maires, hein, que ce soit de Strasbourg ou ou d'Orléans, râlent. Ils râlent beaucoup là-dessus. Parce qu'on est en train de leur filer la patate chaude, en fait. Et donc, ça leur plaît pas du tout. Et ben, on voit que la Pologne a exactement le même réflexe. C'est-à-dire, ils râlent là-dessus en disant, attendez, vous nous refilez la patate chaude. Nous, les migrants, il n'y en a pas qui traversent la frontière en Pologne. On fait en sorte de ne pas en avoir. Vous nous refilez vos cas qui viennent d'Italie ou d'Espagne ou de Grèce. Nous, on ne veut pas du tout de ça, quoi. Donc on va, c'est ce que dit le Premier ministre, hein, Donald Tusk, on va protéger la Pologne contre ce problème de relocalisation. On n'en veut pas. J'ai certaines possibilités de bâtir des alliances et le mécanisme de relocalisation ou de paiement pour ne pas accueillir de migrants ne s'appliquera certainement pas à la Pologne, a martelé le Premier ministre, un ancien président du Conseil européen, sans donner plus de détails sur les mesures que prendra ultérieurement ce sujet, son gouvernement. Je vais faire refaire mes lunettes, hein, promis, j'y vais tout à l'heure. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vous voyez, est-ce que, c'est-à-dire Donald Tusk, ou le maire d'Orléans, mais prenons l'exemple de la Pologne, qui dit, écoutez, peu importe ce qui s'est fait, ce qui s'est signé en Europe, j'en ai rien à faire. Je vais faire en sorte que ça ne s'applique pas chez nous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de relocalisation. Ils resteront ailleurs qu'en Pologne. Ils ne viendront pas en Pologne et on ne paiera pas pour ces gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez fier ou en faveur d'un président français qui vous dirait ça? Ou est-ce que vous jugerez que non, ça manque de solidarité, il n'y a aucune solidarité dans ces paroles, c'est un manque d'humanité même, et donc vous ne voudriez pas, vous ne voulez surtout pas d'un Premier ministre ou d'un président comme Donald Tusk? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que oui, là, c'est un homme politique, un dirigeant qui tient la rampe, ou est-ce que vous pensez que c'est un homme inhumain et que vous n'en voulez surtout pas chez vous? Je trouve ça assez intéressant comme position. Moi, honnêtement, je trouve que je ne sais pas sur quel programme il a été élu. S'il a été élu sur un programme de solidarité, bah, c'est pas terrible. Mais l'image qu'il donne, c'est je protège mon peuple avant tout. C'est-à-dire l'accord entre les Européens, je m'en fiche. Moi, mon boulot de Premier ministre, c'est de protéger les Polonais. Et les Polonais m'ont élu pour ça. A priori, hein, je me trompe peut-être, mais les Polonais m'ont élu pour ça. Donc, je le fais. Peu importe les décisions que vous prenez à une autre échelle. Moi, je protège les Polonais. Ils ne veulent pas de ça. Je ne prends pas les migrants chez moi. Je trouve ça plutôt courageux. Et je trouve en plus que c'est ça un chef d'État. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et après, honnêtement, si le peuple polonais veut des migrations, veut ou de la solidarité européenne, bah, ils ont qu'à élire aux prochaines élections quelqu'un d'autre que ce monsieur. Hein, voyez. Mais lui, il a été élu a priori avec ce genre de discours. Derrière, il les applique. Je trouve que c'est ça un homme d'État. Voilà. Je me trompe peut-être, vous me direz dans les commentaires. Hongrie. La réforme migratoire est un autre clou dans le cercueil de l'Union européenne. La Hongrie, alors là, eux, ils ne vont pas par quatre chemins. Selon le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, opposé au compromis depuis le début des discussions.
L'unité est morte. Les frontières sûres n'existent plus. La Hongrie ne cédera jamais à la frénésie migratoire de masse. Nous avons besoin d'un changement à Bruxelles pour arrêter l'immigration, a-t-il écrit sur X. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Comment vous fixez? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes plutôt du côté Ursula von der Leyen, la présidente du Parlement européen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, qui trouve que c'est un moment historique exceptionnel et qui le salue très bas? Est-ce que, ou même le ministre des Migrations grec, qui trouve que c'est un moment exceptionnel? Est-ce que vous êtes du côté de l'Italien qui nous dit bah, c'est le meilleur compromis qu'on puisse avoir, donc voilà, on ne peut pas avoir mieux. Un compromis entre les pays, c'est nécessaire dans une union et bah, on discute et on trouve le meilleur chemin possible. C'est pas 100% de ce qu'on veut, mais c'est le mieux qu'on peut obtenir. Ou est-ce que vous êtes du côté de Orban et du Polonais Donald Tusk, qui sont plutôt à dire je me fous de la discussion que vous avez prise, de la décision que vous avez prise, ça ne va pas dans l'intérêt de ma nation, de mon peuple, ou du moins les intérêts que moi je vois de ma nation et de mon peuple, je ne l'appliquerai pas. Allez vous faire cuire un œuf, débrouillez-vous. Voilà. À votre avis, de quel type de président vous sentez le plus proche? Et puis, bah, on a lu un peu les principaux piliers de cette loi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne loi? Est-ce que vous avez l'impression que c'est n'importe quoi? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, bon, c'est peut-être un bon accord, mais le problème, c'est qu'il ne sera probablement pas respecté, puisque l'on voit actuellement que l'exécutif en France ne respecte pas même les décisions de justice qui sont prises. Soit parce qu'il n'est pas capable de les respecter, soit parce qu'il ne veut pas les respecter, je ne rentre pas là-dedans, mais on n'a aujourd'hui que 6% des OQTF qui sont faites. Donc on voit déjà que des décisions de justice basées sur des lois et sur des accords ne fonctionnent pas et ne sont pas faites ne sont pas mises en exécution par l'exécutif. Donc ce nouvel accord est peut-être bien, mais il ne servira à rien puisque les exécutifs ne feront rien. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.